grand bravo à tous ceux qui ont résisté aux portes, à tous ceux qui ont résisté dans la salle, à tous ceux qui sont restés malgré les gaz lacrymogènes. Alors ce soir, du coup, ça nous a mis dans l'ambiance, on va parler de courage. Dans cette salle, un grand nombre d'entre vous ont déjà dû faire face à des situations devant demander du courage, que ce soit sur des marchés toulousains récemment, aux portes d'une conférence, ou comme l'ont fait nos braves équipes du service d'ordre, ou vous ce soir qui êtes restés dans cette salle comme si vous étiez nassés dans une manifestation de gilets jaunes. Et puis également aussi dans un dîner de famille, quelquefois aussi dans un repas de famille, il y a besoin de courage pour affronter parfois des discours ahurissants et auxquels, si on en prend un contrepoint, on se fait pas forcément apprécier. Alors parce que nous ne devons plus nous cacher, parce que nous devons faire notre coming out, quitte à avoir une quinte de tout dans un nuage de gaz. Nous avons la vérité, nous sommes convaincants. Alors, à nous d'être convaincus, c'est le but de ce soir. Et alors, j'aimerais peut-être que vous avez un petit mot à adresser à Robert Ménard, qui n'a pas pu venir. Notre conférence est retransmise, il pourra nous voir. Je vous en prie, François. Merci de votre invitation, Nicolas. Merci de votre présence. La salle est chaude, bouillante. Elle l'était à l'extérieur. J'ignorais qu'à Toulouse, la police ne se déplaçait pas quand une manifestation des Antifa était programmée à l'avance à la nouvelle librairie. Lorsqu'on a une signature prestigieuse, et là c'est le cas de Robert Ménard, une personnalité à notoriété nationale, la police est là et les Antifa viennent la nuit nous casser des vitrines pendant qu'on n'est pas là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, lors du 1er mai, les Black Blocs sont apparus brutalement dans l'actualité. En fait, on a parlé des Black Blocs, mais on devrait parler des Antifa. C'est encore un autre chapitre, les Black Blocs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu 3 arrestations d'Antifa. Et la sociologie des Antifa était fascinante, parce que ce jour-là, on a découvert que c'était la grande bourgeoisie dorée, gauchiste, rose. Pour mémoire, il y avait la fille d'un directeur de banque. Il y avait un centralien à 4 200 € par mois, ce qui n'est pas une honte en soi, et il y avait la fille d'un prof de Sorbonne, de Nanterre, de Tolbiac ou de Jussieu. Donc on est vraiment au cœur de la sociologie de l'Antifa. C'est vraiment une parodie. Moi, je voudrais qu'on arrête les Antifa pour délit d'usurpation d'identité révolutionnaire, parce que c'est des révolutionnaires en peau de lapin. Et si je peux passer une dédicace à l'Antifa qui a jeté un pot de Nutella sur un de nos membres de notre équipe. C'est un nouveau chapitre de l'émeute. Vous vous rappelez des émeutes Nutella ? Vive l'anticapitalisme. Ceci dit, le comité d'accueil c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est l'hommage du vice antifasciste à la vertu du cercle des Capitouls. Donc bravo à vous tous qui êtes là et à vous et à ceux d'entre vous qui organisez et faites vivre ce cercle, vraiment l'hommage du vice à la vertu. Oui, un mot sur Robert Ménard. Moi, je regrette comme vous qu'il ne soit pas là. J'ai de l'amitié pour le personnage privé et de l'admiration pour le personnage public, enfin en l'occurrence pour le maire de Béziers, pour sa carrière bien sûr, pour avoir été souvent à Béziers, le voir par amitié ou pour des raisons professionnelles, pour faire des entretiens. Béziers c'est une leçon pour nous qui est formidable. En un mandat, c'est-à-dire en 6 ans. En 6 ans, il a métamorphosé sa ville. Les châteaux pinardiers, on les appelle comme ça à Béziers, ont repris des couleurs. Les places sont devenues les places à Béziers, en 6 ans, sont devenues le cœur battant de la ville. Le centre-ville est complètement changé. La preuve en est, c'est qu'il y a désormais une pression immobilière, malheureusement, mais les questions d'insécurité qui étaient très lourdes à Béziers ont été résolues par une police municipale qui est armée. Donc, moralité, c'est qu'en 6 ans, il ne faut pas désespérer, il faut se défier des écoles déclinistes, du fatalisme. En 6 ans, par un effort de volonté, vous pouvez changer une municipalité de 80 000 habitants, ce qui est énorme, 80 000 habitants. Donc on peut penser qu'au niveau national, au niveau européen, on peut faire la même chose. C'est que cette spirale du déclin n'est pas définitive. On peut la renverser, on peut la retourner. Et j'espère que Ménard sera plébiscité par ses administrés et élu au premier tour. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Un dernier mot sur Ménard.
comme vous, il est à 800 km de Paris. C'est un Parisien qui vous parle. Je ne vis plus à Paris, mais je suis né à Paris. À Paris, manifestement, on ignore qu'il y a une ville à Béziers de 80 000 habitants qui a été complètement changée de fond en comble en 6 ans. Alors que c'est vraiment le cœur de la démocratie, c'est ça. Le cœur de la démocratie, c'est la proximité. La démocratie a été conçue pour la proximité. Et Ménard a réinventé la citoyenneté en l'adossant à ce que moi j'appelle la mitoyenneté. C'est-à-dire qu'il connaît tous ses administrés. Vous savez que Ménard, il y a 80 000 habitants. En pré-campagne électorale, donc il y a de cela 7 habitants, quand il a décidé de se présenter à Béziers, il a rencontré 20 000 Biterrois. 20 000. Hein. C'est énorme. Hein. Ça veut dire que tout ce que les politiques aspirent à savoir, le rêve des politiques, c'est rentrer dans le cœur des Français. C'est sonder les reins et les cœurs des Français. Et ben Ménard l'a fait. Donc il a un capital inestimable. Hein. Il a pris le pouls et la température de sa population. Il sait ce que veulent et ce à quoi aspirent ses administrés. Et il essaye de répondre à la demande, à sa demande électorale. Et manifestement, il y réussit. Donc je me réjouis que vous le retrouviez le 29 avril. Et je pense qu'on peut féliciter tous ceux qui avaient participé à la campagne de Robert Ménard. François Bousquet, vraiment, pour commencer, comment est-ce que l'on peut véritablement définir le courage ? Est-ce qu'il est différent à l'ère moderne aujourd'hui plutôt qu'à l'époque où on le définissait avec on se l'imaginait avec la chevalerie, avec les Templiers, etc. Alors évidemment, la question du courage, comme toutes les questions qui soulèvent des problèmes de définition, est problématique. Hein. Vous connaissez peut-être le mot de Saint-Augustin dans les mémoires de Saint-Augustin, ses Confessions, qui sont le premier grand livre de confession, où il y a une très longue méditation sur le temps. Et Saint-Augustin dit la chose suivante, hein, et ça vaut pour le courage. Hein. Il dit que lorsqu'on me demande ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est que le temps. J'ai une expérience physique, concrète du temps, matérielle, hein, existentielle. Hein. Mais lorsqu'on me demande de donner une définition philosophique du temps, je suis impuissant. Et nous sommes impuissants de fait à définir, je crois, le courage. Le courage repose surtout sur des exemples. Et ce soir, le service d'ordre nous a administré une leçon de courage. Le courage chez les anciens, c'était des exemples, donc des exemples. On les trouvait chez Plutarque en particulier. Plutarque, c'est l'auteur des Vies parallèles, où il met côte à côte des portraits de grands hommes de l'Antiquité. Et les Vies parallèles de Plutarque ont nourri l'imaginaire et l'éducation des Européens jusqu'au seuil du XXe siècle. Donc des exemples, c'est d'abord des exemples. Hein. Et je parlais de Plutarque, parlons des Grecs, hein. Restons dans l'univers des Grecs. Hein. Je vais vous citer une phrase de Thucydide, hein, qui est l'auteur de la guerre du Péloponnèse. Et Thucydide définit, me semble-t-il, magistralement le courage, et il le définit si bien que sa définition va être un fil rouge hein, dans l'histoire européenne. Hein. Il dit la chose suivante, hein, Thucydide, hein, que le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. Et il définit à travers ça, je redis la phrase, le secret du bonheur, c'est la liberté, et le secret de la liberté, c'est le courage. Donc il définit à travers ça un idéal grec, mais qui a été le nôtre très longtemps, du citoyen soldat. Et cette phrase de Thucydide, vous la retrouvez quasiment telle quelle chez Stendhal. Vous la retrouvez telle quelle chez un auteur que j'adore, que vous connaissez peut-être pas, mais dont vous avez vu le film, c'est Le Voleur de Georges Darien, film de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo. Et Darien fait dire à son personnage principal, le secret du bonheur, c'est le courage. C'est un fil rouge de notre histoire. Donc on a une première tentative de définition du courage. La deuxième, elle est antérieure à Thucydide. Elle est toujours chez les Grecs. Et elle est Homère. On la trouve chez Homère. Et je suis heureux que les Antifas nous aient rendu visite et que le cercle des Capitouls ait prévu un service d'ordre. Parce que le courage est un bloc chez Homère. Le courage chez Homère se divise dans deux livres, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, évidemment, c'est Achille, c'est la force. On l'a vu ce soir, le service d'ordre, c'est la force. Mais le courage, ça n'est pas seulement la force. C'est aussi le courage civique, c'est aussi le courage spirituel. Et ça, vous le retrouvez dans l'Iliade, à travers la figure du premier des philosophes, qui est Ulysse. Et chez les Grecs, alors évidemment, on fait parler par ventriloquie, c'est ce que je fais Homère. Homère ne le dit pas explicitement, mais il le suggère puissamment. Et Homère est l'éducateur de la Grèce. Et la Grèce est l'éducatrice de l'Europe. Donc on est vraiment au cœur de notre matrice, au cœur de notre spiritualité. Homère ne le dit pas tel quel, mais en gros, on peut interpréter ces deux livres, qui sont les livres fondateurs de notre histoire, Iliade et Odyssée, Ulysse et Achille, le premier philosophe et le premier des guerriers, le premier des héros, comme une définition indivisible du courage. C'est pour ça que je disais que c'était un bloc, le courage. Le courage est physique chez les Grecs et il est politique.
Le courage est militaire chez eux et il est civique. Et c'est ce que nous avons perdu. Et il a été très longtemps assis en Europe, le courage, vu comme quelque chose qui est comme un bloc indivisible, incassable. Les Grecs avaient un mot d'esprit qui résume au fond Achille et Ulysse, qui résume Sparte, la guerrière, et Athènes, la philosophe. Les Grecs disaient qu'on n'était pas un homme si on ne savait pas lire, donc si on ne maîtrisait pas le savoir, en l'occurrence le savoir politique, le courage politique. Donc si on ne sait pas lire, on n'est pas un homme. Mais on n'est pas un homme non plus si on ne sait pas nager. Il disait que si vous ne saviez pas lire et pas nager, vous n'étiez pas un homme. Vous étiez un bout d'homme, vous étiez un demi-homme. Donc on a là quelques éléments qui plantent le décor. Ensuite, je poursuis la tentative de définition. Vous dites au fond, la tentative de définition, chez les anciens, Nicolas l'évoquait tout à l'heure, qu'est-ce que c'était le courage dans l'ancien temps ? L'ancien temps, il n'est pas si vieux que ça. L'ancien temps, ça s'achève en gros en 1945. En 1945, en tout cas en Europe occidentale, en tout cas en France. Il y a certes la guerre d'Algérie. On était disposé à sacrifier le plus important. C'est quoi le plus important ? Sa vie, pour défendre sa terre, pour défendre les siens. Donc ce courage s'étale sur 2500 ans, 3000 ans. Il a une très très longue histoire. Il prend source chez les Grecs, dans la philosophie grecque. Pour les Grecs et pour la philosophie classique, il y a 4 grandes vertus. Elles sont dites les vertus cardinales. Ces vertus, ce sont la justice, ce sont la tempérance, ce sont la prudence et c'est la force d'âme, le courage en l'occurrence. L'Église a rajouté 3 vertus qui sont dites vertus théologales, qui sont aussi importantes. C'est la foi, la charité, qui recoupe partiellement la justice, et l'espérance, qui est centrale, me semble-t-il. Mais je crois que de toutes ces vertus, mais sachez simplement que pour les francs-maçons, par exemple, la vertu, c'est l'esprit de modération, c'est la tolérance. Pour les antifas pourraient nous expliquer qu'ils ont également une conception qui leur est propre de la vertu. Donc nous, Européens, avons une conception de la vertu qui repose sur les vertus cardinales et les vertus théologales. Et de toutes ces vertus, la plus importante est le courage. Il faut faire avec le courage ce que Pascal nous dit dans son pari. Que dit Pascal dans son pari ? Il est absurde de ne pas croire, nous dit-il. Parce que si Dieu n'existe pas, eh bien celui qui ne croit pas perd rien. Celui qui croit perd rien. Dieu n'existe pas, c'est pas grave. Mais si Dieu existe, nous dit-il dans son pari, Pascal, si Dieu existe, celui qui croit, eh bien, va transformer son pari, puisqu'il croit dans une divinité qui est tangible, qui est réelle, alors que celui qui ne croit pas est perdu, est damné. Eh bien, le courage, on peut appliquer au courage cette logique du pari pascalien. Je m'explique. Sans courage, nous sommes morts. Sans courage, nous sommes morts à échéance de 2050, submergés, défaits, en proie au nihilisme, à la décadence, à la fin des temps. Nous vivons sous le signe de la fin des temps. Sans courage, nous sommes morts. Avec courage, nous allons peut-être mourir. C'est possible. Le courage ne garantit pas la victoire, en aucun cas. Mais avec courage, nous nous donnons la possibilité de renverser le cours des temps. Et le cours des temps joue contre nous. Et dernier mot sur cette définition du courage, on parlait de vertu. Dans le courage, il faudrait presque faire, vous savez, Nietzsche faisait des généalogies, Foucault des archéologies. Pour le courage, il faudrait faire une paléontologie du courage. C'est l'hypothèse qui est développée dans ce livre, Courage, avec un point d'exclamation. C'est que lorsque nous sommes devenus hommes, nous sommes la station debout. Quand nous passons, nous humains, de la quadrupédie à la bipédie, nous devenons courageux. Nous nous redressons. Le courage, c'est la station debout. Et la station debout, c'est la station qui nous définit. C'est une hypothèse hasardeuse au regard de la paléontologie, je vous le concède, mais elle est riche d'évocations poétiques, je crois. Le courage, c'est cela. C'est l'homme qui se redresse. On devient homme en se redressant. Et je crois que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui définit l'être, en tout cas l'être européen, ce que nous sommes, dans notre essence. Notre essence est de vivre debout, d'affronter le futur. Et le courage nous octroie cette force supplémentaire. Je parlais des vertus tout à l'heure, mais les vertus cardinales à laquelle les anciens étaient très attachés, donc la prudence, la tempérance, les vertus théologales, comme l'espérance, comme la charité, se retournent aujourd'hui contre nous. La charité se retourne aujourd'hui contre nous, puisque la charité, nous sommes de défendre le lointain, même pas le prochain. Elle se retourne contre nous, faute de courage.
la prudence, qui est indispensable. Je ne vais pas me jeter du 7e étage dans le vide. Je vais y regarder à 2 fois. Je ne suis pas, quoique faisant un éloge et un plaidoyer pour le courage, je ne suis pas disposé à mourir sur le champ. Donc la prudence me réfrène dans mes ardeurs, me réfrène mon tempérament. Elle est donc indispensable, la prudence. Mais sans courage, elle se retourne contre nous. Autrement dit, toutes les vertus, tout le socle des vertus classiques, prudence, tempérance, espérance, foi, charité, justice, etc., se retournent contre nous faute de courage. Parce qu'elles nous conduisent à défendre l'autre, l'altérité, la charité, la foi. Parce que l'espérance est dévoyée. On nous promet un progrès sans fin, il n'y a pas de progrès sans fin. Bref, toutes les vertus, si elles ne s'adossent pas à la vertu du courage, nous tuent, deviennent des anti-vertus, deviennent des vertus négatives. Donc le courage est vraiment central. Si on regarde tout ce à quoi ont consenti nos aïeux, nos pères, tout repose sur le courage. La grande éthique européenne que j'évoquais devant vous, qui est l'éthique homérique, l'Église va se la réapproprier. C'est une éthique sacrificielle, c'est une éthique de devoir et non pas de droit comme aujourd'hui, qui postulait que nous laissions débiteurs à charge pour nous de rembourser tout au long de nos vies nos aïeux, nos pères, nos mères. C'était ça l'éthique. Donc c'était une éthique de l'héroïsme dans l'univers païen, dans l'univers polythéiste. Et l'Église va se la réapproprier, va l'incorporer à travers la figure du saint, à travers la figure du martyr. Et vous retrouvez le même héroïsme, d'une autre nature évidemment, sans le virilisme des Grecs ou des Romains, mais bref, les 2 grands pôles de l'âme européenne, le soldat et le prêtre, reposent sur cette éthique du courage. Donc nous avons été conçus, nous avons été programmés pour être courageux. Et alors on en reparlera dans le fil de l'entretien. Je ne veux pas monopoliser il se passe un mystère depuis 50 ans. Le courage a déserté la cité. Et donc la cité est menacée. La cité est prête à tomber, faute de braves. Et on va... Alors justement, pour gérer la cité, il faut faire de la politique. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, le courage est une des vertus cardinales de la politique ? Elle l'est de fait. Pensons à Ménard, par exemple. Un des grands théoriciens du politique, Carl Schmitt, lui, il parle pas de courage, mais au fond, ça revient à parler du courage. Non. Il parle de décision. Celui qui prend la décision, donc la décision de faire la guerre, la décision d'envoyer en prison, la décision d'exercer un pouvoir de coercition, autrement dit, l'acte de courage du politique, est indispensable si on veut que la cité traverse et perdure les âges. Mais de fait, et là on touche le cœur de notre sujet et le cœur de notre époque, le courage a déserté la cité. Le courage a déserté nos élites. Depuis 50 ans, il y a un mystère qui s'est produit en Europe en particulier, aux États-Unis, mais dans une moindre mesure. Le courage est devenu un fantôme. À la fois chez nos têtes gouvernantes, mais à la fois dans les populations. Et il faut interroger cette disparition du courage. Comment se fait-il que le courage ait disparu ? Je m'entends, il n'a pas disparu. On en a la preuve ce soir. Et ce sont des preuves que vous administrez chacun d'entre vous dans vos vies au quotidien. On fait tous preuve de courage. Pour autant, la société n'appelle pas au courage. Et il me semble qu'il y a plusieurs raisons principales à ça. Alors on dira que la société de confort, la société d'abondance, qui a changé la donne, puisque on est passé des économies de pénurie, qui était le régime habituel de l'humanité depuis la nuit des temps. On gérait de la pénurie, en fait. Aujourd'hui, on gère de l'abondance. Et la preuve en est, c'est que les pathologies, jusqu'à présent, on avait des émeutes frumentaires, elles vont revenir. Les Gilets jaunes nous montrent que ça redevient un problème, les émeutes frumentaires, donc les émeutes de la faim. Mais aujourd'hui, la pathologie, c'est pas la faim. La pathologie, c'est l'obésité morbide. Bernanos disait qu'on reconnaît une civilisation au type d'homme qu'elle a produit. Notre société a produit un nombre de mutants. Au Moyen-Âge, on parlait de tératologie, de monstres, les trans, les cyborgs, tout ça, mais également l'obésité, qui est une pathologie de notre temps. Donc peut-être que cette abondance interdit le courage. Le prix de la vie humaine a changé en 50 ans.
quand vous vivez 40 ans, quand votre durée de vie est de 40 ans, il est évident que le prix de la vie humaine n'est pas du même ordre que lorsqu'elle dure 70 ans ou 80 ans. On pourrait multiplier les exemples, hein. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Je crois que c'est la philosophie qui est la nôtre. C'est pour ça que la philosophie est aussi importante. L'anthropologie qui est la nôtre, hein. Ce sont des mots qui peuvent sembler un peu pompeux, mais qui sont importants parce qu'ils éclairent notre destin malencontreux aujourd'hui. Condamne le courage. La société moderne n'a que faire du courage. Quand vous vous intéressez aux pères philosophiques, aux gens qui ont produit les valeurs qui nous dominent, en particulier l'école des Lumières écossaises. Pardonnez-moi de la citer, mais on en procède en filiation directe. Adam Smith, un des pères du libéralisme économique. David Hume, le père de ce qu'on appelle en philosophie l'utilitarisme. Eh bien, donc les pères philosophiques de notre temps, il y a 250 ans, donc déjà, il y a 300 ans, ont dit que le courage était un reliquat des âges barbares, que le doux commerce n'avait que faire du courage. Adam Smith se réjouit de la fin du courage. Adam Smith dit dans La richesse des nations que le courage est presque éliminé des sociétés modernes. Et il s'en réjouit. Autrement dit, la philosophie de notre temps ne veut pas du courage. La philosophie de notre temps repose, en économie, on parle de théorie de l'agent rationnel. Elle repose sur la théorie de l'agent rationnel. La théorie de l'agent rationnel postule la recherche du plus grand bénéfice, d'où l'utilitarisme, au moindre coût. Or, il est évident que le courage est aux antipodes de cette philosophie de la vie. Le courage, au contraire, recherche le plus grand bénéfice, mais avec le maximum de risques, jusqu'au risque ultime. Le risque ultime étant la perte de la vie, la perte des siens. Donc cette philosophie a été évacuée, qui était une philosophie, la philosophie des anciens, c'était une philosophie de la dépense somptuaire, de la générosité. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc philosophiquement, on ne veut pas du courage, parce que le courage met en péril les logiques marchandes et individualistes qui prévalent. Le courage, ensuite, n'est pas une affaire individuelle, même si au départ, je ne deviens courageux que parce que je le décide à titre individuel. Mais le courage se met au service de la communauté. Or, notre société n'a que faire des communautés. Elle pense qu'elle peut faire l'économie du social. Elle pense que nous sommes des individus isolés. Elle pense que nous sommes des individus pourvus de droits à la naissance, que nous sommes des individus allocataires. C'est toute la théorie des droits de l'homme. J'ai des droits à faire valoir. Si on réfléchit bien à cette théorie des droits de l'homme, c'est l'univers mental d'un enfant en cours élémentaire. Il n'y a qu'un enfant qui dit « j'ai des droits ». J'ai droit à des gâteaux, j'ai droit à des jouets. Eh bien, cette philosophie de la vie est la nôtre. Et elle interdit, par définition, le courage. Parce que le courage se met au service d'une cause qui nous dépasse. L'autre point, dans la question du courage, c'est qu'il s'est produit. J'évoquais les Lumières écossaises, Adam Smith, tous les pères de l'économie moderne. Maintenant, il faut parler des pères de l'économie, de la pensée politique, qui sont les Lumières françaises, les Lumières allemandes. Il s'est produit au XVIIIe siècle une révolution dans les esprits. Et c'est une révolution qui a mis 200 ans à se mettre en place. Et cette révolution, elle va déboucher sur la Révolution française, certes, mais elle aura un effet différé. C'est une révolution du régime de la sensibilité européenne, française, allemande, anglaise. Et ce changement de régime de la sensibilité fait que nous sommes passés d'une société où la sensibilité était plutôt virile à la sensiblerie. Nous sommes passés à une politique de la pitié. C'est la pitié qui commande les esprits. Les droits de l'homme reposent là-dessus. Et cette théorie va mettre à peu près 2 siècles à se mettre en branle. Elle va progresser de manière souterraine et devenir évidente pour tout le monde dans les années 1970, quand l'idéologie des droits de l'homme se répand dans le monde entier. En partie, avec la baguette, les philosophes français, enfin les philosophes c'est un bien grand mot, ce qu'on appelait les nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, Finkielkraut aussi à l'époque, quoi qu'il ait beaucoup changé sur ce sujet-là. Et pendant 2 siècles, cette révolution va être différée, ajournée, parce qu'il y a les guerres de la Révolution, parce qu'il y a les guerres de l'Empire, parce que pour nous, garçons, jusqu'à la guerre d'Algérie, chaque classe d'âge, quasiment, depuis la Révolution, a connu la guerre.
Donc pour toutes ces raisons-là, le courage a mis du temps à être remisé dans les placards de l'histoire. Pour autant, au XVIIIe siècle, on a changé de régime philosophique. L'ancien monde viril, sacrificiel, qui reposait sur le devoir, a été soumis à tout un procès en déconstruction qui a fait du courage une valeur périmée. Alors pour toutes ces raisons, qui sont des raisons qui outrepassent le confort qui est le nôtre, qui outrepassent l'abondance qui est la nôtre, qui sont des raisons philosophiques, qui sont des raisons de fond, la question du courage a été évacuée. Et je le répète, ça n'exclut pas que les uns et les autres soyons courageux, mais nous sommes courageux quand nous le sommes contre la philosophie de notre temps. La philosophie de notre temps nous interdit d'être courageux. Elle repose sur une hantise du risque. Elle repose sur une avalanche réglementaire, de règles prudentielles. Elle repose sur une aversion au risque. Nous avons une véritable phobie du risque. Du reste, ce principe de précaution, pour des raisons écologiques auxquelles je souscris, est devenu un principe constitutionnel. Nous sommes hantés par le risque. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette condamnation du courage, qui pour nous est le levier, pour nous c'est le levier qui peut-être nous permettra de nous sauver en tant que civilisation constituée, historiquement constituée, eh bien la société nous interdit d'y recourir. Quelle frontière doit-on avoir quand on fait de la politique, quand on est dans la vie professionnelle, même dans sa vie personnelle, entre le courage et le pragmatisme? Est-ce qu'on doit avoir une politique de principe ou doit-on être pragmatique? J'ai eu un débat avec quelqu'un dans la salle ici présent sur le sujet Réfléchir et agir, pour ne pas citer la revue. Il est facile, quand on est dans la position qui est la mienne, d'être courageux, puisque je suis journaliste, libraire, un peu éditeur, donc le courage ne me coûte pas grand-chose, en tout cas en termes de... Je ne suis pas cramé professionnellement. Le matin, à la pause café, je suis pas confronté à l'hostilité de collègues qui antiracistes, qui antispécistes, que sais-je. Je vis dans un univers, j'aimerais en sortir, non pas parce que je m'y plais pas, mais j'aimerais que nous en sortions, en ce sens que nous portions la bonne parole ailleurs que dans cette salle, ailleurs que dans la librairie, ailleurs que dans l'élément, que nous élargissions les cercles de diffusion de notre parole. Pour autant, malgré tout, ma position est confortable. Je ne perds pas mon travail, au contraire, mon travail, c'est de prendre des risques. Donc je suis payé en définitive. Mal, la question, on vit pas du livre, on ne vit pas du journalisme, la question. Mais disons je vis dignement de ce courage. Et donc je conçois qu'il y a des univers professionnels où afficher ses idées peut poser problème, parce qu'on a une famille, parce qu'on a des épouses, parce qu'on a des maris, que sais-je, on a des enfants. Donc il est évident que dans cette équation du courage, il faut y regarder à deux fois. Il ne s'agit pas, je le redis, de se jeter dans le vide sans filet de sécurité. Il ne s'agit pas d'être téméraire. Il ne s'agit pas de partir seul contre des armées d'une taille que les anciens ne pouvaient pas connaître, tellement elles sont immenses. Donc il faut être aussi prudent. Je l'ai dit, la prudence sans le courage se retourne contre nous. Mais le courage sans prudence nous condamne également. Donc il faut être prudent. Je peux évoquer pourquoi Nicolas me pose cette question, puisque une des thèses du livre, c'est que je crois qu'on doit malgré tout, et je vais essayer de répondre à ta question, s'inspirer de la stratégie des homosexuels. En l'occurrence, tu l'as cité, pas des homosexuels, de leur stratégie, qui est le coming out. Le coming out a été autorisé en Allemagne par un homosexuel, qu'on n'appelait pas encore les gays, il y a 150 ans de cela. Et les homosexuels ont longtemps vécu dans une sorte de semi-clandestinité, enfin, assez confortable, certes, mais ils ne pouvaient pas s'afficher comme ils s'affichent depuis 50 ans. Comment se fait-il qu'en 50 ans, ils aient à ce point avancé leur pion, jusqu'à devenir prescripteurs des modes masculines, hétérosexuels, prescripteurs des comportements aussi dominants? Comment se fait-il que cette minorité soit devenue, en 50 ans,
celle-là, mais beaucoup d'autres, hein. Mais celle-là en particulier, parce que c'est une leçon riche d'enseignement pour nous, soit devenue à ce point-là visible, survisible, alors que, je le redis, naguère, il y a autrefois, ils épousaient des stratégies de semi-clandestinité. Ils se reconnaissaient à travers un signe de connivence. Lisez Proust, dans Proust, la quantité de codes homosexuels qui nous montrent comment les homosexuels se reconnaissaient dans des sociétés patriarcales, hétérosexuelles. Ils n'étaient pas persécutés, la question est, contrairement à ce qu'ils nous font croire, en France, ils n'étaient pas persécutés. Pour autant, ils se faisaient discrets. Ils avaient mis en place tout un réseau d'entraide communautaire qui est typique, qui est caractéristique des groupes qui vivent dans la clandestinité ou la semi-clandestinité. Or, en 50 ans, banco. Ils sont les maîtres des esprits aujourd'hui. Il y a 50 ans, l'homosexualité était brocardée. Dans certains pays, interdite. Aujourd'hui, en France, c'est l'homophobie qui est interdite. Donc il s'est produit un renversement d'épaule. En 50 ans, le rapport de force, qui était en défaveur des homosexuels, aujourd'hui est en défaveur des hétérosexuels. On pourrait presque parler d'hétérophobie normative aujourd'hui dans le corps social. On aurait presque à se justifier d'être hétéro bientôt. On en est là. Comment ont-ils gagné ce combat? Par le coming out. Le coming out a été décisif. Et c'est quoi le coming out? C'est vous sortez des toilettes. Au lieu d'être un homosexuel honteux, de porter votre homosexualité comme une maladie honteuse, vous l'affichez. Vous la jetez au visage de l'adversaire. Donc vous introduisez une stratégie de l'attention. Une stratégie guerrière. C'est vrai on peut recourir au vocabulaire guerrier. Mais de fait, cette stratégie a été redoutablement efficace. Puisque de semi-clandestins, ils sont devenus survisibles. Et ne croyez pas, ça surprend les gens quand je dis ça, je fais un éloge du coming out, je le précise, pas d'homosexualité, mais ne croyez pas que les homosexuels n'ont pas pris de risques. Ils ont pris des risques très lourds. Ils se sont souvent fait casser la gueule dans leur famille. On était souvent dans la bourgeoisie, ils ont aliéné des héritages. Ils sont fâchés avec leur père, avec leur mère, avec leurs frères, leurs sœurs. Donc ils ont pris des risques réels parce qu'ils ont considéré que leur identité, c'est condamnable en soi, que leur identité centrale était l'identité sexuelle, l'identité homosexuelle. Et comme elle était importante pour eux, ils ont dit on peut sacrifier beaucoup de choses. Et c'est ça le courage en définitive. Le courage se mesure, leçon du coming out, se mesure à ce à quoi nous sommes à ce que nous sommes disposés à sacrifier. Si nous sommes disposés à sacrifier nos vies, et beaucoup de garçons dans la salle sont prêts à le faire pour leur famille, ça veut dire que leur famille compte beaucoup pour eux, que leurs femmes comptent pour eux, que leurs enfants comptent pour eux. Il y a beaucoup d'hommes, il y en a eu un récemment qui a perdu sa vie pour défendre son épouse et sa fille. Pourquoi? Parce que sa fille et son épouse justifiaient le sacrifice ultime. La question qu'on doit se poser, j'appelle pas à ça, j'y reviendrai pour ce qui nous concerne. Mais sommes-nous attachés à notre civilisation? Sommes-nous attachés à notre peuple? C'est la question, au fond, que je me pose. Si je suis attaché à mon peuple, si je suis attaché au mien, réellement, pour de bon, pas de manière bidon, dès lors, je dois être conséquent, je suis prêt à faire des sacrifices. Peut-être pas le sacrifice ultime, parce qu'on n'en est pas encore là, on est dans un climat d'avant-guerre, où il y a une pression très forte d'explosion de notre société, mais elle n'a pas encore explosé, notre société. Mais est-ce que je peux sacrifier du temps? Est-ce que je peux sacrifier de l'argent? Est-ce que je peux sacrifier de l'énergie pour mon pays, pour les miens, pour ma civilisation? Auquel cas, je suis attaché à ma civilisation, au mien, à mon pays. Sinon je parle dans le vide. Disant cela, je ne vous le reproche pas, puisque vous êtes comme moi, si vous êtes présent ce soir. Et après tout, on peut me le reprocher, on n'en fait jamais assez. Mais c'est là c'est à cela que se mesure cette question du courage. Et le coming out pourvoit de la légitimité. Ce qui nous fait le plus défaut, c'est de la légitimité.
Notre message n'est pas entendu, j'en sais quelque chose, et beaucoup d'entre vous dans la salle en savent quelque chose. Nous n'avons pas accès aux médias centraux. On n'en éprouve aucun ressentiment personnel, mais en termes d'efficacité, c'est problématique. Nous avons été rejetés à la périphérie du système. Nous avons épousé la stratégie de notre adversaire. La stratégie de notre adversaire, c'est de nous transformer en fantômes politiques, nous transformer en fantômes culturels. En homme invisible, il y a un livre d'un auteur noir génial, Ralph Ellison, lisez-le, Ralph Ellison, Les Cahiers rouges, chez Grasset, Homme invisible, pour qui chantes-tu? Nous sommes cet homme-là. C'est un noir, et il dit, Ralph Ellison, société américaine, au temps de la ségrégation, que les noirs étaient invisibles. On les croise dans la rue, mais on ne les voit pas. Parce que c'est des biens meubles. Mais c'est nous. Nous, on ne nous voit pas. On est des biens meubles. On nous tape dessus comme sur... on réplique, mais pas assez. Comme si nous n'existions pas. Très précisément parce que nous avançons cachés, parce que nous nous refusons à afficher nos idées. Donc je crois, tout risque calculé par avance, parce qu'il y a des professions qui vous exposent au risque, qui vous interdisent de faire un coming out. Mais dès lors que vous pouvez, il faut qu'on s'affiche. Nos idées ne sont pas des maladies honteuses. Ce n'est pas une malformation physique, nos idées qu'on soustrait au regard public. Au contraire, nos idées sont légitimes. Nos idées ont traversé les temps. La vraie preuve de viabilité, de solidité d'une idée, d'une idéologie, c'est sa capacité et son aptitude à traverser les temps. Notre vision du monde a traversé les temps. Elle est solide, elle est pérenne, elle est durable. On nous ennuie avec la durabilité aujourd'hui, mais la seule durabilité, c'est notre vision du monde. Elle est légitime. Pourquoi la taisons-nous? Pourquoi la masquons-nous? Si nous continuons à la taire et à la masquer, nous continuerons de reculer. Je ne parle pas aux plus vieux dont je fais partie d'entre vous ce soir, mais aux plus jeunes. On nous dit sans arrêt qu'on a gagné le combat culturel parce que Zemmour est partout. Mais j'adore Zemmour, mais c'est le Zemmour qui cache la forêt. J'ai 50 ans, moi il y a 30 ans, il y avait 10 fois plus de liberté pour nos idées. C'était sans comparaison possible. Donc nous avons reculé. Nous avons reculé parce que, je crois, nous avons fait les mauvais choix stratégiques. C'est les choix de la négociation, c'est les choix de l'entrisme, c'est les choix de la prudence. Moyennant quoi, au final, en 30 ans, on a reculé. On a disparu des écrans radars. Je dis souvent que le système a recours à beaucoup de choses contre nous. On nous diabolise, ça vous le savez, mais surtout on nous infériorise. On est des abrutis à plafond bas, quoi, en gros. Et on vote Front National parce qu'on a assez AP de soudeurs. Et puis, mais surtout, on nous invisibilise. Il ne faut pas qu'on conforte l'ennemi dans cette stratégie, qui est une stratégie de négation de notre être. C'est une stratégie de néantification de notre être. Alors, sommes-nous attachés à notre être, de Français, d'Européens? Si oui, affichons-la, brandissons-la. Ne croyez pas que je fais la morale, je me parle à moi-même. Moi, j'ai cru, à un moment donné, qu'on pouvait rentrer au Figaro. Je l'ai cru. On peut rentrer au Figaro sans déchoir. Non, c'est pas vrai, on déchoit. À la fin, on déchoit. J'ai vu tellement de gens déchoir. On rentre dans une machine qui nous absorbe, qui introduit en nous des mécanismes de dissonance cognitive. On nous dit « Défends un combat identitaire, François ». Mais à côté de ça, on me promet un salaire de 4 000 euros, de 5 000 euros. Et bien, à la fin, l'arbitrage, il est vite vu. Je m'aligne, je me normalise, je lis mon discours. C'est ce que nous faisons. Donc je crois vraiment, je crois intimement que sans prétention qu'en termes d'efficacité stratégique, je crois que cette question du coming out est centrale. Pour peu que ça ne mette pas en péril vos carrières. Mais réfléchissez bien, néanmoins, à propos de vos carrières, nos aïeux perdaient la vie. Nous perdons tout au plus notre travail. C'est important. Nos aïeux allaient au carton et au combat au risque de la vie. Nous, c'est au risque de nos carrières. Ça n'est pas la même chose. Disant cela, il ne s'agit pas de
d'aller mourir tout seul. La personne qui ira au carton, il ira toute seule aujourd'hui, parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas encore prêt. Il y a des risques. Je vois bien que les Gilets jaunes, on a reçu à la librairie Fiorina, elle est massacrée, elle est défigurée, avec un traumatisme invraisemblable. Mais tout horrible que ce soit, les vents éborgnés, c'est pas Clémenceau, quand il envoie la troupe à Fourmi, c'est 100 morts ou 1000 morts, je ne sais plus. La Troisième République. C'est pas les mêmes ordres de grandeur. Donc comment se fait-il, moi c'est le mystère, depuis 1 an et demi à la librairie, où on reçoit un nombre de jeunes courageux, désinhibés, porteurs de promesses que ma génération n'avait pas. Donc on doit les encourager dans cette démarche. Plus ils seront nombreux à la faire, plus ils mettront en place des réseaux de solidarité qui permettront à ceux qui perdront leur travail d'en retrouver un. À ceux qui n'auront pas de travail, d'avoir des caisses communautaires qui permettront de mutualiser un petit peu. Mais encourageons-les à faire ce saut. Affichons nos idées. Si on ne le fait pas, ça veut dire que nous n'y croyons pas. Si nous n'y croyons pas, nous avons toutes les raisons de répondre au désir de notre adversaire, qui est de nous faire sortir de l'histoire. C'est pour ça que ce levier du courage... À la librairie, le livre qu'on vend le plus, hors Zemmour, Le Pen, De Benoît, Dominique Vénère, hors les grands classiques, Raspail, on vend comme des petits pains aux jeunes. C'est le déclin du courage de Solzhenitsyn. C'est un truc de 30 000 signes, vendu 9 €. C'est une escroquerie, ça vaudrait 3 € dans l'absolu. Mais c'est le livre qu'on vend le plus. J'ai le sentiment que la nouvelle génération sait confusément ou sent confusément que se joue autour de cette question du courage une partie de notre destin et de notre salut. Alors, on entre en période électorale, c'est dans 1 mois maintenant. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour reconnaître un candidat qui a du courage, qui a ce courage que vous parlez ? Non, malheureusement, le courage, c'est l'épreuve des faits. Le courage, on le mesure à la fin de la bataille, pas en amont, mais en aval. Souvent, celui qui dit, alors là c'est la leçon de la vieillesse, bien sûr, enfin du début de la vieillesse ou de la maturité, que sais-je. Mais beaucoup d'entre vous ont certainement fait la même expérience que moi. Mais j'en suis venu, moi, à me dire intérieurement que celui qui dit qu'il fait, il fait pas. En général, en tout cas 9 fois sur 10, ou 8 fois sur 10, que celui qui y est, il n'y est pas. 9 fois sur 10, 8 fois sur 10. Mais ça, c'est l'expérience qui parle. Parce qu'il en fait trop, parce qu'il dit trop qu'il est courageux, parce que c'est l'affichage du courage et d'un certain virilisme à un mécanisme compensatoire ou surcompensatoire. Donc, je ne crois pas, non. Le courage, c'est à la fin de la bataille qu'on compte les courageux. Donc, c'est très difficile de... Peut-être que... En tout cas, si on peut suivre au long cours un candidat, mais encore faut-il qu'il soit sortant et non pas entrant, on peut jauger son courage. Est-ce qu'il fait ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est en cohérence avec son programme ? Là, oui, pour le coup, on peut conclure ou pas sur le fait de savoir s'il est courageux ou pas, mais le courage, vraiment, c'est l'épreuve du feu. On doit se jeter à l'eau, je veux dire, à un moment donné, on doit se jeter à l'eau. Tant qu'on ne s'est pas jeté à l'eau, on ne sait pas. On ne sait pas si on a été courageux ou on le sera. On a tous des moments de faiblesse. Moi, je parle du courage. Après tout, quelle est ma légitimité ? Elle est relative. J'ai eu des moments auxquels je préfère, j'en parle publiquement, je veux dire, mais sur lesquels, quand je me retourne, je préfère ne pas y songer. D'autres moments où mon idéal du moi a été conforté. Donc évidemment, le courage n'est pas quelque chose de régulier, de continu. C'est un idéal. Pour nous, c'est un idéal qu'on doit se fixer. Je reviens au pari de Pascal. C'est un pari qu'on doit se donner. Moi, je ne disais pas ça il y a 50 ans, il y a 20 à 30 ans. Je suis d'abord un littéraire. Et moi, j'ai pensé que mon bonheur, c'était m'installer à la campagne, c'est le cas.
On s'est installé avec ma femme il y a une douzaine d'années à la campagne, et moi je croyais, vous voyez, comme les temps s'accélèrent. Hein. Les temps s'accélèrent à une vitesse qui n'était pas concevable pour moi il y a 15-20 ans. Mais il y a 15-20 ans, j'ai cru que je pouvais m'abstraire du social et me réfugier dans la littérature. J'ai cru que je pourrais faire ce que font aidez-moi, les lecteurs de Raspail. Hein. Vous savez, la peuplade amérindienne en terre de feu qui se réfugie au bout du monde, en terre de feu. Ah, la Calouf, merci, lecteur de Raspail. Hein. Eh ben non, on ne peut pas se réfugier au bout du monde. Au bout du monde, on est rattrapé par le social. Et moi, alors, à la différence de ta génération, Nicolas, moi, c'est une découverte tardive chez moi. C'est vers la trentaine, en fait, hein, que je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas m'octroyer le luxe de lire Balzac toute ma vie. Et parler de Balzac avec des gens qui ont lu Balzac. Hein. Non, je suis rattrapé par la violence du monde, la violence de l'histoire, par l'explosion, qu'on en est qu'au début, des migrations, en particulier des migrations africaines. Moi, en écrivant le livre, je parlais de Raspail, j'ai toujours en tête, comme ceux d'entre vous qui l'ont lu, Le Camp des Saints. Le Camp des Saints est rythmé par un compte à rebours, hein, et c'est un compte à rebours géographique et kilométrique. Hein. 10 000 kilomètres avant l'arrivée des migrants, donc du delta du Gange, 4 000 kilomètres avant l'arrivée, 3 000, 2 000, 300. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on est à 300 avant l'impact? À 500? Mais en tout cas, ça s'accélère. Hein. Et ça s'est accéléré Vous me direz que je me suis réveillé un peu tardivement, mais non, je crois que, regardant comme chacun d'entre vous, les villes de province, Paris, les grandes villes, hein, non, Béziers, par exemple, la première fois que je vais à Béziers, j'arrive à Béziers un vendredi, jour de la prière. Ils ont déjà été grands remplacés. Il est même abusif de parler de grand remplacement à Béziers. C'est fait, il est effectif, hein, il est réel, hein, il est acté. Quand on arrive à Béziers le jour de la prière, c'est surréaliste. Hein. Pour un Parisien en plus, hein, je vous dis, Donc oui, les temps s'accélèrent. Hein. Donc les temps s'accélérant, on ne peut pas se réfugier sur l'Aventin. On ne peut pas se faire ce que Marx appelait des Robinsonades. Hein. Imaginez qu'on peut être comme Robinson sur notre île. Hein. Non, on ne peut pas être sur notre île. Hein. D'abord, il faut défendre les nôtres. Hein. Et puis même pour la personne qui ne défendrait pas les siens, sur une île, elle serait rattrapée par les migrants. Donc on est sommé de partout de s'engager aujourd'hui. On est requis par l'histoire. L'histoire s'accélère à une vitesse sidérante, hein, à échéance de 20 ans. Donc la question du courage ne se pose même plus pour moi. Nous devons être courageux. Je ne veux pas monopoliser. Non, mais c'est très bien. Alors, on va passer à la seconde partie, si on peut dire, sur la guérilla culturelle, qui est la seconde partie de votre livre. Robert Ménard vilipendait lors de la convention de la droite la métapolitique. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte? Oui, non, c'est un reproche qu'on a pu faire au courant de pensée qui est le mien. La nouvelle droite, en l'occurrence, qui a théorisé à travers, donc c'est Alain Benoît qui a théorisé la notion de combat culturel, en tout cas qui a importé à droite une notion marxiste, national-marxiste, parce que son marxisme est quand même beaucoup plus riche que le marxiste des marxistes. Je peux parler de Gramsci, qui a transplanté à droite la notion de guerre culturelle. C'est-à-dire que nous devons gagner le combat culturel avant de gagner le combat politique. Et on a pu nous reprocher de nous être réfugiés dans les idées et d'avoir négligé la conquête politique. C'est-à-dire, est-ce que si la métapolitique, la métapolitique, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est au-dessus de la politique, c'est un mot un peu savant, mais qui est assez ancien, qui est un mot allemand, vous le retrouvez déjà chez Joseph de Maistre, ce mot, donc vous voyez, il est ancien, c'est ce qui est au-dessus de la politique, à côté de la politique, ce qui nourrit la politique. Et on nous a reproché de nous satisfaire de ça, donc de parler dans le vide, en fait, comme je le fais là ce soir, sans avoir une traduction politique, peut-être même électorale. À un moment donné, il faut passer à l'acte, mais chacun d'entre nous passons à l'acte suivant nos directions personnelles, suivant nos compétences. Ménard est une bête de scène, c'est de la dynamite, Ménard. Il n'est pas grand, je veux dire, mais il a une énergie phénoménale. Donc il était peut-être, il a un sang chaud méditerranéen, il est pied noir.
biterrois, très attaché à sa ville. Hein. Donc lui, il a voulu, puis il a vu sa ville, comme moi, je parlais là des miens, de mon pays. Il a fait le même constat que je faisais devant vous, mais que s'est-il passé pour que on ait à ce point-là dégradé ma ville, à ce point-là dégradé ma ville. Hein. Donc il a voulu la sauver, c'est ce que nous devons faire, sauver ce à quoi nous sommes attachés. Donc il a raison de le faire, mais je pense qu'il néglige, quand il avait dit ça, j'avais vu son discours à la Convention de la droite, hein, enfin, sur Internet, je pense qu'il néglige qu'il a lui-même fait, dans la première partie de sa vie, il n'a fait que du combat culturel. Hein. Moi, je pense que le combat culturel est central. Hein. Si vous me permettez, on en a parlé de politique. Hein. Mais moi, j'en parle dans le livre, je pense que la politique, ça n'est jamais que dans un deuxième temps que ça vient. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la politique. Le vrai pouvoir est au-dessus de la politique. Le pouvoir politique, c'est ce que les Romains appelaient la potestas. Hein. C'est le pouvoir des magistrats. Le magistrat suprême en France, c'est Macron. Donc la potestas, en définitive, pour nous Français, c'est le président de la République. Hein. Mais je ne le crois pas intimement, profondément. Je pense qu'il y a un pouvoir au-dessus du pouvoir. Qu'il y a un pouvoir qui... c'est le pouvoir spirituel. Hein. Le vrai pouvoir est le pouvoir spirituel. Le vrai pouvoir est la capacité qui n'est plus la nôtre, hein, de dicter ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et ça, nous l'avons perdu. Le pouvoir qui est au-dessus de Macron, au fond, c'est un pouvoir de nature religieuse, c'est un pouvoir spirituel, hein, quitte à forcer la définition du mot spirituel, mais le mot spirituel, ça n'est jamais qui relève de l'esprit. Eh bien, le vrai pouvoir, le pouvoir de l'esprit, c'est notre aptitude, hein, à dire, à décréter ce qui est licite et ce qui est illicite. Et ça, on l'a perdu. Alors, dernière question. Dostoïevski disait « Seule la beauté sauvera le monde ». Pour vous, seul le courage sauvera le monde ? En tout cas, ouais, il nous sauvera, nous Européens, je le crois. Sans courage, notre histoire est achevée. Sans courage, nous sommes sortis de l'histoire. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, là, de sortir de l'histoire, de devenir des personnages auxiliaires et substituables de l'histoire. Chez Renaud Camus, il y a évidemment le grand remplacement, il y a le petit remplacement, mais il y a surtout une théorie qu'il appelle le remplacisme global. Et c'est une théorie qui est très féconde, qui est très riche. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il me disait que ça le rendait même fou, ce type de théorie, celle du remplacisme global, parce que vous pouvez l'appliquer à tout. Vous retrouvez partout ce remplacisme global. Le Français est remplacé par un Africain, l'Européen par un Asiatique. Donc ça, c'est le grand remplacement. Mais nos mœurs sont remplacées par la charia, par le capital. Notre biologie est remplacée. Puisque le vœu ultime du transhumanisme, c'est de substituer à la matière vivante, à la matière organique, des matières synthétiques. On vit sous ce régime-là aujourd'hui, un régime du remplacisme global. Dans le sujet qui nous réunit ce soir, il est évident que la question politique et la question migratoire sont centrales, mais ce n'est pas les seules, mais elles sont centrales pour nous ce soir en particulier. Donc sans courage, nous serons remplacés. Nous le sommes déjà remplacés. J'ai écouté Patrick Buisson sur TV Liberté, où il présentait Jeanne d'Arc, un de ses films, hier ou avant-hier. Et Buisson disait que les trois religions du livre, ça vous surprendra que ce soit un garçon de la Nouvelle Droite qui dise cela, mais j'ai une position un peu intermédiaire sur la question de la religion au sein de la Nouvelle Droite. Que les trois religions du livre étaient des religions patriarcales. C'est assez incontestable. C'est des religions verticales, qui reposent sur la loi, sur l'ordre, sur l'autorité. Et dans chaque société, il y a une double demande contrastée et contradictoire. Il y a une demande de liberté, de respiration, parce que nous avons besoin de respirer. C'est insupportable de vivre sous cloche. Et ce besoin fondamental de l'âme humaine est rempli globalement par la société qui est la nôtre. Nous avons rarement eu autant de liberté. Même de liberté politique, je l'ai dit. Nos Bastilles sont imaginaires. Elles ne sont pas physiques comme elles ont pu l'être par le passé. Donc ce besoin élémentaire de l'âme humaine est abondamment pourvu. La liberté, la respiration. Mais l'autre besoin fondamental de l'âme humaine, c'est la sécurité.
La sécurité est un des besoins fondamentaux de l'âme humaine. Il y a des murs, des frontières, un service d'ordre, une vitre. Nous avons besoin, intimement, moi j'en suis convaincu, depuis notre très tendre enfance, d'être protégés. En échange de la protection des parents, l'enfant dispense de l'amour. Mais ce qui demande aux parents, l'enfant, c'est de la protection. Il a peur du noir. Tout ça, je crois, s'est imprimé profondément dans notre imaginaire. Or, ce besoin d'ordre, la société actuelle ne le comble pas. Ce besoin d'ordre, le catholicisme ne le comble plus. Ce besoin d'ordre, le judaïsme ne le comble plus. Il n'y a plus que l'islam qui le comble, ce besoin d'ordre. Donc on est confronté à un danger majeur, qui est celui des conversions. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet en tant que journaliste. Mais dans ce qu'on appelle les quartiers, il y a plusieurs types de conversions. L'essentiel, c'est des conversions dites de confort, où l'homme se convertit parce que la femme qui choisit dans le quartier est musulmane. Donc on appelle ça une conversion de confort. Il y a encore quelques conversions, comme il a pu y en avoir à l'époque de René Guénon. Donc des conversions spirituelles, mais elles sont marginales aujourd'hui. L'essentiel des conversions, c'est la demande d'ordre, c'est la demande de force, c'est la demande de sécurité. Donc si nous ne prenons pas tout ça en compte, et si nous ne sommes pas capables, par notre courage, de répondre à la vacuité de nos religions, qui sont devenues des coquilles vides, de notre monde, auquel nous sommes si peu attachés, nous serons grand remplacés. Je veux dire, nous serons... Donc oui, le courage, à défaut de sauver le monde, moi je le redis, et je ne fais pas une pirouette en disant cela, mais vraiment, quand je parle d'une hypothèse suggestive, il ne s'appelle pas Homo erectus pour rien, notre ancêtre. Il s'appelle Homo erectus parce qu'il s'est redressé. Nous nous sommes redressés. Nous sommes déliés des univers de la reptation. Voilà, la quadrupédie. On a renoncé à la quadrupédie pour devenir des courageux. Donc, fondamentalement, notre essence, l'essence de notre être, c'est ça. Au dernier analyse, c'est ça. Or, si nous sommes lâches, ça veut dire que c'est quoi le lâche? C'est la personne qui disparaît, qui se cache, qui s'efface. Est-ce qu'on peut fonder l'être de l'homme et l'être de l'homme européen sur notre nature, sur l'effacement du courage? Est-ce qu'on peut fonder l'être sur le disparaître? C'est pas possible. Donc oui, le courage, en tout cas, le courage moi, donne un sens à ma vie. Et ce sens fait que, mais comme beaucoup d'entre vous comme beaucoup d'entre vous qui êtes des militants, pardon, je crois que le courage à nous militants, à nous soldats, éclaire, illumine nos vies. À titre individuel, moi, le courage m'a sauvé. Je veux dire, sans faire de grands mots. Donc j'espère qu'il en est de même, et j'en suis sûr pour le public qui est là ce soir, qui est investi, militant et qui s'engage. Je l'ai dit, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans sacrifier quelque chose. Mais ça nous comble de bonheur. Repenser à Thucydide. Le secret, j'en ai fini, le secret du bonheur, c'est la liberté, et le secret de la liberté, c'est le bonheur. Donc le courage, pardon. Ouais. Il est temps que j'arrête. Ouais. Voilà, merci de votre attention. Merci pour votre attention. Merci François Bousquier, vraiment, pour cette conférence de qualité. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main et Constance viendra vous... Je vais commencer par le fond. Bonsoir. Bonsoir messieurs, je suis là. Merci pour votre conférence. J'ai une question qui a trait au féminisme. Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de faire le lien entre le déclin du courage, notamment du côté des hommes, et le féminisme aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que si les hommes étaient restés virils, on n'aurait pas de féministes aujourd'hui? Alors je ne suis pas
je ne suis pas, Alain Soral, hein, ni Éric Zemmour. Hein. Donc les deux se rejoignent sur ce point. Quand j'ai dit que le courage était indivisible, alors évidemment, le courage, en particulier la vertu, la virtu, quoi. C'est d'abord une affaire de garçon, c'était d'abord une affaire de mâle. Hein. Pour autant, le courage se déploie à travers l'histoire indifféremment sous le sexe masculin et féminin. Les grandes héroïnes féminines ne manquent pas. Depuis Antigone, hein, à la fois dans notre fond mythique et notre fond légendaire, hein, et dans notre histoire. Hein. De Charlotte Corday, les femmes ne manquent pas, les femmes héroïques. Hein. Mais de fait, il y a avec le féminisme un procès qui est fait à l'encontre du pouvoir des mâles, hein, et il va se mettre en place tout au long du XXe siècle. Hein. Et il y a une déconstruction disons, alors, je prends d'abord soin de bien séparer la question des femmes et la question du féminisme. Hein. Le féminisme ne concerne pas les femmes, concerne principalement des lesbiennes, hein, qui ne font jamais l'aveu de leur homosexualité, ce qui est très problématique, hein, puisque leur féminisme est porté par une rage, hein, contre l'homme. Hein. Mais de fait, cette rage a très largement contribué à éroder le pouvoir des mâles, le pouvoir masculin, le pouvoir du courage, hein, à travers des procès sans fin qui sont instruits contre nous depuis 150 ans. On ignore dans la généalogie de la revanche du minoritaire qu'elle a été portée d'abord, historiquement, par les féministes américaines. Avant les minorités ethniques, avant les minorités religieuses, la première tentative de déconstruction des sociétés patriarcales a été portée par les sociétés de pensée féministes nord-américaines dans les années 1860-1870. Et elles ont produit des effets dévastateurs, puisque ce pouvoir masculin qui a été remis en cause. Mais je crois que par-delà la crise de la masculinité, pour moi, la crise principale et la plus lourde de sens et d'engagement, elle surplombe la division sexuelle du masculin et du féminin, c'est la question du père. Toute la verticalité de nos sociétés repose sur la figure du père, sur la figure de la loi, de Dieu jusqu'au père de famille. C'est pas moi qui dis ça, c'est Buisson qui dit ça. Quand on coupe la tête du roi, il y a plus de 200 ans, 250 ans, on abat le pouvoir tutélaire de ce commandeur qui domine les sociétés. Et la traduction juridique de la destruction du pouvoir du père, donc le père c'est un homme, certes, donc le père est genré, pour parler comme les féministes spécialistes en non-mixité ou que sais-je. Mais c'est un autre problème. C'est la question du père qui a été qui nous tue. Elle aura sa traduction juridique dans la loi. Vous voyez à quel point les idées sont importantes, à quel point les idées cheminent souterrainement avant de se traduire dans la vie quotidienne. Le pouvoir du père va survivre à la mort du roi pendant 200 ans. Et c'est dans la loi, à la croisée des années 1960-1970, que l'autorité paternelle est remise en cause. Elle devient, pendant un très court de temps, l'autorité maternelle, avant de trouver un équilibre à travers la figure de l'autorité familiale. Pour autant, je crois qu'on n'a pas pris la mesure que nos sociétés reposaient sur cette verticalité du père. C'est le père qui donne un sens à nos sociétés. Quand je disais que je n'étais pas Alain Zemmour, que je n'étais pas Éric Zemmour et Alain Soral, je ne suis pas convaincu par les thèses virilistes. Je pense que les thèses virilistes sont des thèses un peu adolescentes. Le virilisme a gagné les esprits. Le virilisme est un produit du machisme. On l'ignore, mais il sort du machisme, le virilisme. Et le machisme est un produit spécifique à la société hispano-mexicaine, qui est une société sans père, où il n'y a pas de père. Il y a une mère qui est sanctifiée, qui est intouchable. Il y a une mère qui est sanctifiée, intouchable. C'est dans ce contexte-là que le machisme voit le jour, émerge. La mère est sanctifiée, c'est une pure, c'est la Vierge. Elle a conçu quasi immaculément ses enfants. Donc elle est intouchable. La sœur est intouchable. On ne peut pas toucher à la sœur. Mais les femmes sont des putes. Tout le reste, c'est un cheptel dans lequel le mâle, en l'occurrence adolescent viriliste, qui exhibe des muscles, peut piocher.
je formule quelques réserves, disons, sur cette question. Alors, il peut y avoir débat, j'ai l'occasion d'en parler publiquement, en particulier avec des jeunes, hein. Et un débat, c'est ouvert. Mais je ne suis pas convaincu tant que ça par cet argument du féminisme qui nous a tués. Moi, ce qui nous a tués, vraiment, c'est la disparition du père. Toutes nos sociétés, depuis 3000 ans, reposent sur la figure du père. Vous retirez le père, c'est notre édifice symbolique qui s'écroule. Donc, voilà. J'ai réappuyé, c'est bon. Ben justement, vous venez de toucher du doigt la question que j'allais vous poser, parce qu'en tant que latiniste, j'allais faire remarquer que chez les Romains, le mot courage, en fait, se disait virtus, justement. Ce qui est très intéressant, c'est que virtus a donné la vertu en français, donc on peut déjà établir un premier lien entre la vertu et le courage. Mais c'est que c'est aussi formé sur la racine vis, qui signifie la force, et qui a donné le mot vir. Donc il y a quand même une dimension virile, justement, dans le courage. Mais après, quelle place donner à la dimension virile dans le courage ? C'est la question qu'on peut se poser, en tout cas. Alors, j'ai essayé, le jeune homme, qui est un latiniste, hein, reprenait l'étymologie du mot courage. Hein, et dans le mot courage, évidemment, il y a la question de la force qui se pose. Hein. Et évidemment, il y a débat à la lumière, je le concède, il y a débat à la lumière de l'histoire, de notre histoire. Hein. Mais je pense qu'il y a des acquis, alors on en parlera après, mais je pense qu'il y a des acquis pour vous. Il y a des acquis de l'anthropologie, je ne vais pas en parler maintenant, qui ont éclairé la centralité de cette figure du père, mais je ne vais pas assommer les gens. Merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais poser une question sur la guérilla culturelle. Est-ce qu'un des milieux où il faut la mener en priorité ne serait pas le milieu universitaire, le milieu des instituts d'études politiques, où la gauche a une omniprésence considérable. On voit notamment, en lisant Jérôme Fourquet, que 88% des Bac plus 2 et plus votent pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. On voit une certaine uniformité aussi idéologique dans le choix des thèses. Les thèses financées vont être celles qui vont porter sur l'idéologie du genre, sur la décolonisation, par exemple. Est-ce que c'est un champ prioritaire pour vous ? De quelle manière on peut réussir à faire preuve de courage dans ce milieu extrêmement fermé ? Et par exemple, est-ce que l'initiative de Marion Maréchal vous semble intéressante à cet égard ? Oui, c'est un chantier prioritaire. On a quantité de chantiers prioritaires devant nous. Je le redis, à destination des jeunes générations, c'est qu'on est devenu invisible dans les grands médias. Grands médias, donc c'est Radio France et France Télévisions. Je le redis, c'est pas parce qu'il y a un Zemmour sur CNews ou une Charlotte Dornelas qu'on a gagné la guerre. Non. On mesure à quel point on a perdu la guerre au scénario des téléfilms de France Télévisions. C'est là qu'on voit qu'on a perdu la guerre culturelle. Hein. C'est pas ailleurs, c'est dans le choix des castings, hein, des radios et des télécrochets qu'on voit qu'on a perdu la guerre. C'est pas parce qu'il y a Zemmour, je me répète, je l'adore, hein, la question n'est pas là, mais on a perdu la guerre dans les médias, on l'évoquait tout à l'heure dans la magistrature, hors micro, et à l'université, c'est sûrement l'endroit où on a perdu le plus massivement la guerre. Hein. Moi, je le redis, j'ai pris l'habitude en conférence de rappeler dans le livre, hein, j'étais étudiant en lettres modernes à Paris 4, à la Sorbonne, qui est donc une faculté très conservatrice. Hein. Enfin, qui était une faculté très conservatrice. Hein. Il y avait la Sorbonne Nouvelle, hein, qui était une émanation 68arde, la fac de Vincennes, Tolbiac, Jussieu, Nanterre, qui sont des facs gauchistes. Mais il y avait quand même une fac qui résistait à Paris, c'était Paris 4, hein, la Sorbonne, hein, la Sorbonne historique. Hein. Et quand moi je débarque à Paris 4, hein, le patron du département de lettres, c'est Jacques Robichez. Alors, vous ne connaissez pas les plus jeunes, hein, mais c'était le président du comité scientifique du Front National. Il était patron de la fac de lettres. Il dispensait le cours de civilisation française à la Sorbonne. Hein. Moi, j'assistais à des cours de 2 maîtres, 2 philosophes formidables, hein, qui s'appelaient Claude Paulin et Claude Rousseau, qui étaient encartés au Front National, qui étaient au comité scientifique du Front National. Hein. Donc ouais, non, la fac, on a perdu la fac. Mais de toute façon, ce qui montre à quel point on a perdu, c'est le rapport de force dans la rue. Et ce soir, on a la preuve absolue que nous avons perdu la rue. Le jour où on regagnera la rue, par exemple, ou l'amphithéâtre, hein,
Le jour où vous pouvez rentrer dans l'amphithéâtre avec des calicots génération identitaire, je m'entends, on peut le faire, mais au bout de 5 minutes, on est chassé. Par la police, par les antifas, que sais-je. On peut le faire, la question n'est pas là. Mais lorsqu'on pourra planter notre étendard d'identité dans la rue, librement, c'est-à-dire que lorsque nous aurons gagné le rapport de force idéologique dans la rue, dans l'amphithéâtre, là oui, on reprendra la faculté, mais on en est loin. Mais cela étant, il y a plein de signaux encourageants. Si je m'en tiens au dictionnaire du conservatisme et au dictionnaire des populismes, à la manœuvre, 3 universitaires, Frédéric Boutin, Frédéric Rovillois et Olivier Dard. Dard accompagne des élèves dans vous parliez de thèse, dans des choix de thèse très très audacieux. Il est encore trop isolé, mais le combat doit porter là-dessus. Il doit principalement porter là-dessus. Et pourquoi je parle Pourquoi moi je parle de guérilla? Parce que la guérilla, c'est ce qui nous renseigne sur le rapport de force. Nous, le rapport de force, il est asymétrique. Notre adversaire est tout puissant et nous sommes les petits poussés, nous sommes impuissants. Donc nous devons, à l'université, recourir à des outils de guérilla, lesquels, à vous et à nous de les inventer. Une thèse scandaleuse au regard de l'institution. Pour peu qu'un prof vous accompagne, mais je l'ai dit, à Paris, il y en a quelques-uns, peut-être qu'à Toulouse, il n'y en a pas encore, mais ça viendra. Habilité à diriger des thèses. Mais on doit instaurer un rapport de force au sein de la faculté. Il faut que, par exemple, à Paris et alentour, il y a un nouveau syndicat étudiant qui prend de l'ampleur, qui est la cocarde étudiante. Et la cocarde étudiante redevient visible dans le champ universitaire. C'est le seul moyen de reprendre pied dans cette institution qu'on a désertée. Et je fais une petite parenthèse. La famille Patriote à Toulouse compte maintenant un nouveau-né, justement. La cocarde étudiante s'est montée à Toulouse et je pense que toute la salle, on peut les applaudir, non pas pour féliciter, mais pour motiver. Allô ? Que ces applaudissements soient surtout source de motivation. Peut-être une dernière question avant de... Oui, bonsoir. Une petite question, parce que vous venez de développer l'idée que nous étions ultra minoritaires avec seulement un Zemmour sur CNews contre X journalistes. Ma question, c'est pouvons-nous gagner avec courage le combat culturel dans une pente douce sans l'aide des événements? C'est-à-dire, par exemple, pour faire un parallèle en 17 avec les bolcheviks qui arrivent au bon moment pour récupérer une révolution qui est déjà un peu en place. Alors, petite parenthèse historique, c'est toute la réflexion de Gramsci, qui est donc le grand théoricien du combat culturel, repose sur ça, sur ce sujet-là. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Comment expliquer l'échec de la révolution bolchevique en Italie, en France, en Allemagne? Il y avait quand même des positions prolétaires, et des intellectuels prolétaires assez puissants. Pourquoi ça a échoué? Parce que, dit Gramsci, dans la future Union soviétique, il n'y avait pas de société civile constituée. Autrement dit, il n'y avait pas de classe bourgeoise. Donc il suffisait de renverser le pouvoir politique. Donc il suffisait de prendre contrôle des centrales électriques, de grands appareils industriels. Donc c'était assez facile avec une poignée d'hommes. Et c'est tout ce que écrit Malaparte dans sa technique du coup d'État, un livre génial. Mais vous remarquerez que sa technique du coup d'État s'applique à ce type de configuration politique, où il n'y a pas de bourgeoisie. En France, il y a une bourgeoisie. En Italie, il y a une bourgeoisie, ce que Gramsci appelle une société civile. Et Gramsci nous dit qu'elle fait tampon, cette société civile, entre le pouvoir, l'État, et le reste du corps social. Donc Gramsci nous dit, nous devons, occidentaux de l'Ouest, rallier à nous cette société civile. Pour cela, il faut la convertir. Le pouvoir, on ne peut accéder au pouvoir que par ça. Sinon, le pouvoir sera trop fragile. Et du reste, nous ne pourrions pas le prendre. On ne peut pas prendre le pouvoir par une insurrection en France. C'est pas raisonnable. Réfléchissez à ça. C'est un scénario qui est inenvisageable. Imaginez, je ne sais pas, vous avez 500 hommes, vous avez 1000 hommes. Vous prenez le pouvoir? Non, vous ne prenez pas le pouvoir. Derrière, il y a des rangées d'universitaires. Derrière, il y a des milliers de journalistes syndiqués. Derrière, il y a des milliers de magistrats. Il y a une société civile qui nous interdit d'accéder au pouvoir. Donc ce que nous devons faire,
c'est nous adresser à cette société civile pour l'intéresser à nos idées. Donc c'est ça que nous devons, nous, fabriquer, c'est ce qu'il dit encore Gramsci, fabriquer ce qu'il appelle des appareils d'hégémonie, c'est-à-dire un appareil d'hégémonie typique. On parlait de diversité. Mais l'appareil central qui nous manque, c'est l'éducation nationale. Le vrai levier qui nous manque, c'est celui-là. Le jour où nos idées pourront s'afficher au sein de l'éducation nationale, alors là, les perspectives de reconquête s'offrent à nous, parce qu'elles sont centrales, parce que tous nos enfants passent par l'école, parce que c'est une entreprise de rééducation et de reprogrammation des esprits formidable. Mais le pouvoir, nous dit Gramsci, passe par ça. Mais il est faux de penser qu'on pourra faire ce que Lénine a fait et Trotsky, ce que Lénine et Trotsky ont pu faire dans la Russie des tsars. Non.